me demandiez qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'engage, hein. Si on lui donne des récompenses, comme ça extérieures, c'est sa motivation, ce qu'on appelle extrinsèque justement, qui va rentrer en œuvre, mais jamais il va pouvoir s'engager tout seul. Ça veut dire que plus grand, il faudra plus, hein. Il faudra un scooter, il faudra une voiture, quoi. Au boulot, il lui faudra toujours des primes parce qu'il a été conditionné comme ça. Ce qu'on vise, bien sûr, c'est la motivation intrinsèque. C'est justement aller chercher ce qui le motive lui, vraiment. Je vous assure qu'avec ces façons de travailler, d'aborder les choses, c'est extraordinaire. Je veux dire, ils peuvent. Enfin, l'objectif n'est pas d'en faire tous, de tous nos élèves ou de tous nos enfants, des médecins, des chirurgiens. C'est pas ça l'objectif. C'est qu'ils Mhm. s'épanouissent dans ce qu'ils font, qu'ils aient du plaisir. On accueille Marie Legrand. Bonjour. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Alors, vous êtes coach, consultante, formatrice, notamment sur les sujets de la motivation et les mécanismes qui vont avec. Alors, c'est forcément, ça nous parle beaucoup parce que le dernier kit Osmose est justement sur le sujet, sur la motivation. Oui, oui. Donc voilà, ça tombe très bien. Vous êtes également une ancienne enseignante, mais bon, je pense que le mieux, c'est que vous présentiez vous-même. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et qu'est-ce qui vous anime? Alors, ancienne enseignante, oui, avec les années qui passent, mais j'ai toujours eu plaisir à aller dans les classes. C'est-à-dire que j'ai une formation d'enseignante à la base, j'ai un doctorat en sciences de l'éducation, et puis j'ai enseigné dans des établissements en France, en Suisse, et puis aussi aux États-Unis. Mais ce qui m'a motivée, donc j'avais des classes, mais ponctuellement, parce que ce qui me motivait, c'était de poursuivre mes recherches, mes études, euh, très passionnée par la question de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un individu s'engage pleinement dans une tâche, quel que soit son âge, un petit, un moyen, un grand, voilà. Ça, c'est la question qui m'a toujours passionnée et puis que je poursuis depuis plus de 30 ans. Et l'engagement, finalement, on retrouve cette problématique dans l'entreprise. Donc, j'interviens aussi aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation, mais aussi dans le monde de l'entreprise, euh, à la fois pour aider les individus en particulier, aussi pour les équipes. Voilà. C'est un panel assez large, mais c'est toujours centré sur la question de la motivation et de l'engagement. C'est super de faire aussi ce lien école-entreprise. Oui, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les employés de demain. Et aujourd'hui, en entreprise, on passe beaucoup de temps à développer ce qu'on appelle les hard skills, les compétences professionnelles. Voilà, on prend le temps, on y va, on se forme et c'est bon. Se former sur les soft skills, sur les comportements humains, les relations humaines, c'est important. Et dans l'entreprise, ça compte beaucoup aujourd'hui. Hmm. Ouais, et puis L'entreprise, de plus en plus. voilà, soit bien et donne le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, en Alors, gros, voilà. ok, mais c'est passionnant. Enfin, on va le voir justement ensemble parce qu'on a on a reçu une première question qui était de se dire, euh, dans les grandes lignes, c'est quoi les conditions qui font qu'une personne va s'impliquer dans un projet, là où peut-être quelqu'un d'autre sera moins motivé, ira pas forcément au bout. On a tous vécu ça, hein. Il y a des projets où on est à fond dedans, on est super efficace. Et puis d'autres, on sent que c'est mission impossible, on traîne, on y va reculons. C'est quoi voilà, les facteurs? Les grands facteurs, parce il y en a beaucoup, beaucoup, parce qu'on Mhm. est tous aussi différents, mais globalement, ce qu'on retrouve, c'est la question du sens, je dirais. Il faut que la personne, quel que soit son âge, si on nous présente un projet, si on veut qu'elle s'implique, il faut qu'elle comprenne ce qui lui est proposé et qu'elle y trouve du sens pour elle. Hein. Il y a trop de projets qui viennent, c'est un peu top-down, qui viennent d'en haut, et les gens ne voient pas forcément le sens qu'ils peuvent y donner pour eux. Et dans ces cas-là, c'est très difficile de s'impliquer. Ça, je dirais que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le point majeur, mais c'est un élément déterminant, la question du sens.
Après, pour qu'ils s'impliquent, il faut aussi que, justement, on leur donne les moyens de s'impliquer. C'est-à-dire qu'on voudrait que les gens s'impliquent, mais on ne leur donne pas forcément les moyens de s'impliquer. On ne leur donne pas suffisamment d'opportunités pour participer. Pour qu'on laisse à l'intérieur d'un projet qui est déjà peut-être un peu ficelé, il faut que les personnes aient du choix, quoi. Il faut qu'ils puissent y mettre un petit peu de leur personnalité dedans. Ça rejoint une logique de responsabilisation. Oui, voilà. S'ils sont impliqués, ils vont être responsabilisés. S'ils peuvent être responsabilisés à l'intérieur, eh bien, ils vont donner beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer, bien souvent. Et ça, quel que soit l'objet du projet. Oui. Ça rejoint aussi sans doute la logique de se sentir utile, tout simplement, dans un projet. De se dire, voilà, mon rôle est utile, j'ai une marge de manœuvre, je peux avoir un impact finalement sur l'ensemble. Tout à fait. Il y a aussi souvent des difficultés de communication. C'est-à-dire qu'on ne communique pas assez sur le projet. Quelles sont vraiment les attentes? Alors il faut qu'elles soient bien pensées, il faut qu'elles soient transmises de façon claire. En même temps, il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait suffisamment pour qu'il soit cadré le projet, que la personne puisse se dire ça m'intéresse, je peux faire. Mais en même temps, il faut quand même à l'intérieur soit quand même limité. Si c'est trop étroit à l'intérieur, il y a peu de personnes qui s'y retrouveront, quoi. Donc voilà, Vincent, j'ai envie de vous dire ces 3 points-là. Peut-être un autre point important, ça fait encore un 4e, mais c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire que quel que soit le projet, quelle que soit l'ampleur, quelle que soit la difficulté, il faut qu'on ait du plaisir à y participer. Il faut qu'on ait quelque chose qui va être gratifiant pour nous, quoi. Valorisant. Et là, je ne parle pas de récompenses, que ce soit pour les petits avec des récompenses matérielles ou avec les grands avec des récompenses financières. Ce n'est pas à ce niveau-là, c'est vraiment parce que ça touche mes valeurs, ça touche mon cœur, ça touche ma créativité, mon imagination. Et donc, c'est gratifiant, j'y prends du plaisir. Et si j'y prends du plaisir, je ne regarde pas trop le temps qui passe. Donc, je vais m'y investir. Sur ce dernier point, c'est ça quand on parle on entend de plus en plus parler de gamification, il y a sans doute un terme français, mais je ne sais pas comment on traite, mais que ce soit sur des formations, même pour adultes, on parle de plus en plus de ça, d'apprendre par le jeu. Ça rejoint cette brique plaisir. Ça rejoint ça, parce que dans le jeu, il y a aussi une dimension souvent qu'on occulte. On pense que le jeu, c'est réservé pour les jeunes, mais maintenant, non. On l'utilise beaucoup en entreprise. Quand on joue, quand on est dans une dynamique de jeu, on a beaucoup plus facilement l'envie d'essayer, de tester. On peut prendre des risques. Quand on joue, essayer des stratégies et se tromper, c'est pas très grave, c'est même valorisant d'essayer des stratégies. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué, mais utiliser une dynamique de jeu, c'est très performant, quoi, pédagogiquement. D'ailleurs, vous parliez de gamification, c'est pour ça que les jeux vidéo ont tant de succès. Ouais. Parce qu'il y a une dimension ludique qui est très importante. Et puis, je pense à une autre dimension, c'est qu'il y a une dimension ludique qui est importante, mais elle est progressive. C'est-à-dire que dans ces jeux vidéo, ils s'adaptent à l'individu et ils augmentent la difficulté au fur et à mesure. Donc, la personne, elle est obligée de faire un effort, mais potentiellement, il est accessible. Il est fait pour elle. Donc, comme elle réussit, elle a envie encore d'aller plus loin. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas arrêter. Ouais. C'est le côté addictif, il est là. C'est addictif, ils veulent pas arrêter. Ouais, c'est intéressant. Alors, si j'essaie de synthétiser, vous disiez finalement 4 grands piliers ou axes, le sens, avoir du sens, la communication autour du fonctionnement, des objectifs, des moyens, avoir une... Que ce ne soit pas trop large, avoir des attentes qui soient claires. Ouais. Avoir une marge de manœuvre, et c'est là que c'est compliqué, potentiellement complexe, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop large, mais pas non plus trop restreint pour que la personne puisse s'épanouir. Et puis, c'est plus une logique de plaisir, de s'amuser, de prendre plaisir finalement à faire ce que j'ai à faire.
Sur le troisième point, c'était le fait que la personne puisse s'impliquer, prendre des responsabilités à l'intérieur, qu'elle puisse avoir l'occasion de faire des choix, quels qu'ils soient. Ça peut être dans la façon de prendre les choses, et pas forcément dans un ordre qui est donné, tout simplement. Mais il faut qu'il y ait une marge de manœuvre. Ça permet aux personnes de s'engager plus facilement. Ok, super. Merci pour ce premier éclairage. Oui, il y a sûrement plein d'autres choses. Par exemple, ce qu'on n'a pas dit, mais qui est hyper important, c'est l'atmosphère, le climat bienveillant qui va être autour de ce projet, quoi. Voilà. Si les gens sont engageants, si c'est dans un climat bienveillant, bah, on a envie d'essayer, même si on pense que ça ne va pas être facile, que ce n'est pas gagné, on va s'y donner. Hein. Donc, les porteurs du projet ont une responsabilité aussi à ce niveau-là, quoi, quel que soit le projet. On voit clairement ce rôle-là, ce qui correspond sans doute à un rôle de manager en entreprise. C'est aussi, je fais le parallèle avec le côté, je mets ma casquette papa et je me dis, rôle aussi de papa, de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai mis du sens dans ce que je demande? Est-ce que j'ai mis de la communication? Bah, bref, tout ce qu'on s'est dit. J'imagine que c'est aussi la même chose du côté enseignant ou éducateur. C'est aussi, ça finalement, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà, c'est les mêmes processus qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Alors, juste... Non, je vous laisse parce que j'ai bien mis en tête, mais voilà, je vous écoute. Pardon de vous avoir interrompu. Juste, la question suivante, c'était par rapport à l'école. C'est super intéressant. Vous avez, comme dit en introduction, vu pas mal de choses dans différents endroits, dans différents milieux. Cette logique d'implication, de motivation, c'est comment aujourd'hui dans le milieu éducatif, voilà. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer de votre point de vue? Commencer aujourd'hui, je ne peux pas dire parce que ça dépend des pays, des écoles, etc. Mais globalement, c'est vrai que la chance que j'ai eue d'aller dans des écoles internationales, dans des écoles européennes, des écoles anglo-saxonnes, la part du ludique, si on veut faire le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, la part du ludique est importante. Ça ne fait pas tout. Si on ne mise que sur le ludique, je veux dire, l'école n'est pas un club de vacances. Hein. Donc, il ne faut pas occulter non plus la notion d'effort qui est inévitable dans l'apprentissage, la répétition, etc. Mais la dimension ludique va engager les jeunes enfants. Voilà. C'est ce que je peux vous dire par rapport avec ce qu'on a dit avant. Maintenant, pour ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore très lent, mais je ne vais pas vous surprendre en disant ça. C'est-à-dire que l'école a du mal à se réformer, à bouger. Quoi. Il y a beaucoup de mal. Et je vois, par exemple, pour intervenir à la fois dans le monde donc, de l'enseignement et dans le monde professionnel, je trouve que les entreprises bougent beaucoup plus. Mais parce que les entreprises, elles ont un impératif de réussite. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas dans l'enseignement, mais on se sent moins responsable du résultat de chacun. Donc ça, voilà, je pense que ça rentre en ligne de compte. Maintenant, je pense que ça mériterait que l'on mette le doigt sur les initiatives individuelles, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font des choses extraordinaires, et qu'on les aide et qu'on les valorise dans ce sens-là. Voilà. Ça, je pense qu'on pourrait démultiplier, et puis on a toujours eu des enseignants innovants, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, la partie administrative prend tellement de place, je vois tellement d'enseignants qui disent bon, ils exagèrent peut-être un peu, mais j'ai plus le temps d'enseigner, quoi. Il y a tellement de dossiers à remplir, de papiers à remplir, de choses à compléter, des réunions. Donc, je pense qu'il faudrait rendre peut-être la classe aux enseignants. Leur faire confiance, voilà. Et puis, ça me fait penser, vous savez, je ne sais pas si vous regardez, mais les résultats des évaluations PISA. On voit que la Finlande, chaque année, enfin,
elle est dans les premières places. Donc, c'est des modèles et qu'il faudrait aller, je ne dis pas que c'est applicable à 100% comme ça, transférable, mais il y a quand même des bonnes idées qui se passent ailleurs. Et là, la partie ludique a encore une grande place. Mm. Voilà. Est-ce que vous diriez que la part de ces innovations ou de ces acteurs qui sont de plus en plus moteurs sur tout ça est en augmentation? C'est près pareil ou au contraire, on est plutôt sur du... Comment en termes de dynamique, est-ce que vous percevez quelque chose par rapport à ce que vous avez pu voir? Oui, je ne sais pas s'il y en a plus. J'ai l'impression que peut-être, je ne sais pas si je peux dire que l'écart se creuse. Enfin, en tout cas, quand il y a un établissement qui se lance dans une dynamique avec un chef d'établissement qui est porteur du projet ou avec des enseignants à l'intérieur porteurs du projet, ça fait des émules. Il y a quelqu'un qui commence, mais quand on voit que les enfants se comportent différemment, que les parents, ils ont un soutien des parents très, 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 très important, bah, ça interroge les autres. Donc, il y a un partage qui se fait et ça bouge petit à petit, mais ça avance Ouais. doucement. Bah oui, oui, ça Alors, fait... évidemment, c'est l'avantage des écoles. Là, comme je vous parlais tout à l'heure, ça, c'est l'avantage des écoles. Bon, moi, je suis en Suisse, je vois comment ça se passe. Mais ce n'est pas forcément une question d'argent. Je veux dire, c'est plutôt une part de liberté, d'initiative qu'on laisse aux enseignants. Ouais. Le cadre est moins rigide. Donc, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Oui, parce que la créativité, elle est là, il faut juste la laisser Vous s'exprimer. savez, moi, à l'inverse, dans des écoles qui ont des gros moyens, qui ont des gros budgets, qui ont des petits effectifs, il y a des classes où ça ne se passe pas forcément mieux. Oui. On ne retrouve pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple. Bah, en vous écoutant, c'est ça, je me dis, tiens, c'est marrant, on pourrait essayer d'appliquer les 5 principes qu'on a listés tout à l'heure sur l'éducation. Est-ce qu'on y est ou pas? Oui, en effet. Ouais, j'aime bien, par exemple, quand j'interviens dans un établissement, vous savez, quand on fait les formations, comment dire, qu'elles sont un petit peu en dehors du contexte, elles sont sur le week-end ou pendant le temps de vacances, etc. À chaque fois, les enseignants vous disent ouais, c'est bien ce que vous nous dites, mais alors, moi, dans ma classe, moi, avec mes élèves, c'est compliqué. Donc, ce que je leur propose, c'est de venir. Alors, je ne peux pas rester trop longtemps, mais je viens pour une session ou 2 sessions, juste pour leur montrer. Et je fais devant eux. Mhm. Et puis, dans un deuxième temps, je fais avec eux. Je les implique dans la préparation et je fais avec eux. Eh bien, ils reconnaissent que, alors, ce n'est pas extraordinaire, hein, mais je reprends les points que j'ai nommés tout à l'heure. Donner du sens, qu'il y a un côté ludique, etc., impliqué, laisser de la liberté. Les enfants sont hyper impliqués. Et les enseignants, j'ai des témoignages d'enseignants que j'ai pris, voilà, que j'ai filmés, où ils disent ah ben, je n'ai plus besoin de jouer aux gendarmes. Un tel, je suis normalement toujours obligée de le reprendre. Là, il a été impliqué pendant 45 minutes, 50 minutes. Voilà, quoi. C'est plus une classe. J'ai l'impression d'être dans une ruche, ça butine. J'ai pas besoin de répéter les choses. Enfin, voilà. Mais c'est pas extraordinaire, encore une fois. C'est pas révolutionnaire. Mais c'est tous ces ingrédients, notamment ceux qu'on a cités, quoi, qui vont vraiment rentrer en ligne de compte. Et puis faire court, vous me disiez, là, notre échange, il va être assez court, mais je pense aussi qu'en classe, trop souvent, on ne rythme pas assez. Oui. Les nouvelles générations, elles ont besoin de rythme pour que ça aille vite. On prend la télé, on zappe avec la télécommande. Là, ils sont en classe, ils ne peuvent pas zapper, hein. Ils nous ont en face d'eux pendant de longues minutes ou des quarts d'heure. Rythmer nos interventions. Ça ne veut pas dire changer de sujet forcément, mais ça veut dire qu'à l'intérieur d'un sujet, à l'intérieur d'une leçon, eh bien, on va proposer des activités différentes pour rythmer. Alors justement, sur les enfants, il y a un gros sujet qui revient dans quasiment tous nos kits, parce que c'est quand même un élément qui est central, c'est le sujet des émotions. Comment vous faites pour travailler sur le sujet, pour aider les enfants à prendre conscience de leurs émotions? Alors derrière, ça va être de les verbaliser, ça va être de comprendre les messages qu'il y a derrière chaque émotion. Comment vous faites voilà, vos méthodes?
pas facile, hein. C'est Ouais. pas facile parce que les émotions, comme le nom l'indique, les enfants doivent être chargés, hein, émotionnellement. Heu et puis en classe, le problème, c'est qu'il y a les programmes, donc il faut toujours avancer et globalement, les enseignants vont dire: «Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Mm. Et puis donc ils n'ont pas le temps et puis deuxième chose, quand un enfant est vraiment chargé émotionnellement, il a besoin d'un temps privilégié. Donc on ne va pas pouvoir forcément gérer, la chose, le problème qu'il rencontre, en grand groupe. Oui, oui. Donc je dirais ça, j'ai pas de règle d'or, mais ce que je me suis toujours appliquée à faire, bon déjà, c'est vraiment avoir conscience que les émotions, jouaient un grand rôle. Bon là, toutes les études en neurosciences montrent les liens directs, hein, entre nos émotions et puis nos capacités cognitives, donc c'est important d'y faire attention. Donc à partir du moment où on a pris cette conscience, je dirais aiguiser notre regard, quoi, développer notre écoute. Parce que si vraiment on les observe bien, si on les écoute, on va percevoir beaucoup de choses. Donc après, on va pouvoir aller discrètement vers un enfant. Euh, on va pouvoir lui tendre une perche pour qu'il s'exprime. Si c'est des sujets qui reviennent, qui sont récurrents et qui concernent plusieurs enfants, on va pouvoir j'ai animé des petits ateliers comme ça c'est intéressant. Le matin, par exemple, on fait ce qu'on appelle un temps météo. On regarde la Mm. météo du jour, souvent à l'école. Ouais, la météo, le climat, mais notre météo à nous, notre météo intérieure. Donc, je leur demande. Et toi, ta météo? Et puis servir aussi d'exemple. Ce matin, moi, je suis en colère parce que voilà, il m'est arrivé ça. Et puis, je me suis endormie avec ça hier soir et ce matin, j'y pensais encore. Et donc, voilà, on va aussi donner l'exemple. Mm. Ça dure pas forcément longtemps, mais au moins qu'on puisse avoir des émotions différentes les uns des autres, apprendre à les verbaliser. Déjà ça, mettre des mots dessus. Ouais. Et ça, c'est voilà, pour le coup, j'imagine que alors l'enseignant a un rôle à jouer, mais en effet, c'est pas évident avec un groupe classe de voilà, plus ou moins 20-25 enfants. C'est un travail qu'on peut imaginer peut-être pas en binôme, c'est peut-être utopique, mais avec les parents derrière. Oui, à la maison, ce qu'on peut faire, ce qu'il faudrait quand même signaler, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui, c'est tous les jeux qui existent. Et les jeux très simples avec les cartes, avec les Mm. émoticônes, par exemple. Parce que pour ça, c'est facile. On étale les cartes sur une table le matin. Puis l'enfant, quand il vient, souvent, vous savez, on lui demande de prendre, si vous avez des enfants en bas âge, on leur demande de prendre leur prénom, d'aller mettre leur Oui. étiquette, etc. Mais choisir l'émotion qui lui correspond ce matin. Juste déjà la choisir. L'enfant va prendre quelques secondes pour la choisir. C'est déjà très important pour lui. Ensuite, il va aller la poser. Donc, s'il la pose, elle va être vue par d'autres, notamment par nous enseignants ou nous parents quand on le conduit à l'école le matin. Donc, on peut aussi passer un petit temps d'échange avec lui là-dessus. Et puis les autres le groupe là va être régulateur et ça va se faire tout seul. On va voir, je sais pas, Julie là, qui a mis une image représentant la colère. Il y en a d'autres qui vont dire pourquoi tu es en colère. Mm. Et puis donc elle va pouvoir verbaliser quelque chose. Donc ça, je dirais, c'est un outil. Il y en a plein sur le marché. On peut en avoir à l'école, mais on peut en avoir à la maison aussi. C'est un bon tremplin à l'expression. Mm. Parce qu'il faut au moins qu'ils puissent l'exprimer. Si on ne le dit pas avec, vous savez, avec les mots MOTS, voilà, on va le manifester de cette manière. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que on s'est trouvé une roue des émotions, notamment pour enfants, avec justement ces émoticônes. Et c'est vrai que pour les plus petits, même sans savoir lire, de fait de repérer l'émoticône, et bah, moi je suis plutôt celui-ci là qui tire la tronche, ou au contraire celui-ci qui est tout heureux. Bah, c'est déjà un début, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant comme approche. Pour les plus grands, ce qu'on peut utiliser, on en trouve aussi sur Internet beaucoup, c'est ce qu'on appelle la roue des émotions. Mm. Donc, on repère les émotions. C'est par exemple sur un premier cercle, on choisit l'émotion qui est la nôtre, enfin, qu'on ressent, et on cherche après à quel besoin ça correspond. Parce que si j'ai une émotion, c'est souvent un besoin qui n'est pas satisfait, quoi. Oui, donc là on arrive sur le message des émotions, à l'étape suivante, c'est chouette. Mm. Sur le message des émotions. Parce que, voilà, les émotions,
bon, avec les enfants, on va se centrer sur les 4 principales, hein. La peur, voilà, j'ai peur, mais qu'ils puissent dire: «J'ai peur, pourquoi j'ai peur?» «Bah, j'ai peur de me tromper, souvent à l'école, j'ai peur de me faire gronder, j'ai peur de» voilà. Je suis triste, pourquoi je suis triste? Voilà, j'ai pas réussi, j'ai une mauvaise note, j'ai perdu mon petit chat, j'ai ma grand-mère qui est hospitalisée, voilà, je suis triste. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur. Non, j'ai dit: «J'ai peur, Oui. je suis en colère», voilà, c'en est un autre. Et puis autrement, c'est la joie et la joie, bah, elle est positive, elle est naturelle. On recherche tous à être bien, quoi, à être Mm. joyeux, quoi. Tout va contribuer à aller dans voilà, dans ce sens-là. Et j'ai fait pas mal de travaux, autour des j'avais entendu parler des ce qu'on appelle les profils de personnalité. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous en Et parler un peu? là, on parle beaucoup des profils de personnalité dans le monde de l'entreprise pour permettre aux gens, bah, de mieux se connaître, de mieux communiquer avec l'autre, pour favoriser les échanges, au niveau de l'équipe et cetera. Et ça marche très bien en entreprise et je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas le faire avec les enfants?» Donc j'ai créé un outil qui correspond, à ces profils de personnalité. Parce que si on tient compte de la personnalité de l'enfant, là, évidemment, autant d'enfants, je ne sais pas si vous avez 2 enfants vous-même ou 3 enfants ou un, mais dès lors qu'on en a 2, on se rend compte combien ils sont différents l'un de Mm. l'autre. Vous avez des frères et sœurs, voilà. Ils sont très différents, l'un de l'autre. Donc en même temps, c'est quand, le parent en a 4-5, mais que l'enseignant en a 25, là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des tendances, des grandes familles, on va dire. Et Alors, dès, là, alors, est-ce que ça, c'est la méthode Four Color dont vous parlez? alors, c'est une méthode Four Colors, mais la méthode Four Colors, bon, c'est celle avec laquelle j'ai créé le profil pour les jeunes et pour les enfants. Mais c'est tiré des travaux du psychiatre Jung. Voilà. C'est tiré aussi des travaux de Marston aux États-Unis. C'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Je- Mais je- et donc, il y a beaucoup de, comment dire, là, il y a Four Colors, mais vous avez les profils Insight, Process Score, enfin, il y a plein de. Mais elles vont toutes dans le même sens. Alors, j'ai préparé des petits Legos pour que vous verriez bien. Euh, je ne sais pas si vous préférez qu'on se centre sur les enfants, mais par exemple, j'ai fait une conférence participative la semaine dernière auprès de parents. Et je leur ai demandé, enfin avec eux, puisque je les ai fait participer, ils ont découvert les principales caractéristiques de ce qu'on va appeler un profil à tendance rouge. Alors, l'objectif, c'est pas d'enfermer les enfants comme les adultes dans des catégories, pas du tout. Mais on a des tendances, on a un tempérament, voilà, on a des préférences. Alors, quand on a un enfant, on voyait justement avec les parents, ils soulevaient la problématique, par exemple, des enfants, il y en a avec un, c'était facile, avec l'autre, c'était compliqué, c'était un peu la guerre à la maison. Bah, avec l'enfant à tendance rouge, il faut comprendre que c'est l'enfant qui est toujours pressé, il faut que ça aille vite. Vous lui donnez une consigne, il n'a même pas fini d'écouter votre consigne, qu'il est déjà parti en train de faire la chose, ou alors vous étiez tellement lent dans votre consigne qu'il ne vous écoute plus du tout. Hein. C'est l'enfant qui va être très, comment dire, qui va réagir facilement au challenge, au défi. Mm. Et puis, c'est l'enfant qui aime bien être le premier, quoi. Qui aime bien sortir du lot, qui aime bien Ouais. être le premier, qui aime bien gagner. Hein. C'est un compétiteur souvent. Alors, ce sont des grandes tendances, hein, mais voilà, on va reconnaître quelques enfants. Et puis, on va avoir l'enfant, lui, qui va être très attiré par les copains. Ce qui est important, c'est les copains à l'école. C'est faire la fête, c'est recevoir des amis à la maison, c'est jouer. C'est l'enfant qui est ouais, de bonne humeur, on va dire, presque constamment, qui est très gai, voilà, qui aime jouer, qui raconte des blagues. Mais alors, il ne supporte pas la solitude. Il a besoin d'être avec d'autres. Voilà, c'est des grandes tendances. Je donnerai d'autres exemples après. On a l'enfant qui va être calme,
attentionné, toujours à l'écoute des autres, prêt à aider, alors que ce soit à la maison ou à l'école, il va être prêt à aider tout le monde. Il est très sensible à l'ambiance qui va être là. Lui, c'est une véritable éponge émotionnelle, hein. Donc, l'importance du climat, la compétition, non, c'est pas pour lui, hein. Hmm. Voilà, ça le déstabilise tout de suite. Et puis, on va avoir une autre catégorie des enfants très calmes, très posés, très sensibles aux détails. Et si vous en donnez pas dans vos consignes, autant celui-ci, il part, il démarre tout de suite s'il a compris, ou alors il fera si c'est trop long, autant celui-là, il va vous harceler de questions précises, de détails. C'est celui qui, à l'école, quand on lui demande, par exemple, d'écrire quelque chose, il va vous dire je prends mon stylo bleu ou je prends mon stylo noir. Je commence à la main ou je laisse 3 carreaux, etc. Mais il est très sensible comment dire, aux détails et très sensible aux règles. Hmm. Lui, il va vous donner un coup de main parce que s'il y a des règles à la maison ou en classe et que certains ne les respectent pas, il va vous aider, il va vous dire Vincent, tu as dit qu'il fallait faire comme ça, il ne fait pas comme ça. Hein. Hmm. Voilà, c'est en lui. Il est tellement sensible aux détails que c'est inévitable. Voilà. Donc, les parents, la semaine dernière, me disaient, bah voilà, on en a plusieurs. Et, par exemple, c'est ranger sa chambre à la maison. C'est pourtant pas difficile parce que je disais qu'il fallait être clair sur les consignes Oui. précises. Alors, ils disent, bah, ranger sa chambre. Ben oui, c'est important que la consigne, surtout à la maison, si c'est des frères et sœurs, la règle est la même. Ranger sa chambre. Il faut pas par semaine. On range sa chambre tous les soirs. OK. Mais suivant les personnalités, pas les émotions des uns et des autres, elles ne vont pas être les mêmes quand ils vont recevoir la consigne. Si on veut que ça se passe bien, si on veut qu'ils y donnent du sens, comme on disait tout à l'heure, si on veut qu'ils aient du plaisir, ben, il va falloir qu'on adapte un petit peu. Celui-ci, par exemple, quand on va lui demander de ranger sa chambre, on va pas lui demander de ranger sa chambre comme ça. On va lui dire, on va un peu le mettre au défi, on va le challenger, on va lui dire, je ne sais pas si tu en es capable, mais je pense que oui. Bon, je pense que ce serait plus facile pour un plus grand, mais je suis sûre que quand même, toi, tu peux le faire. Est-ce qu'en 10 minutes, tu pourrais arriver à ranger ta chambre? Est-ce qu'en 10 minutes, tu pourrais faire le maximum? On prend une photo maintenant, on prend une photo tout à l'heure. Allez, top chrono, 10 minutes. Exemple. Celui-ci ne peut pas ranger sa chambre tout seul. Il a besoin de gaieté. Donc, ce qu'on va faire, on va lui dire mais si on rangeait ta chambre, on va mettre de la musique, je viens avec toi, je t'aide. Et on commence à mettre de la musique, plus ou moins fort pour les voisins, mais on met de la musique, et puis on fait ça voilà, en dansant, en chantant, voilà, on fait ça avec lui en chantant. Alors vous allez me dire, mais je ne peux pas toujours faire ça avec lui. Non, mais on lui donne le tempo, parce que quand il va être plus grand et ado, il mettra de la musique tout seul pour ranger sa chambre. Et ça sera un moment de plaisir, d'accord? C'est à nous aussi de challenger en tant qu'adulte. Lui, pour ranger sa chambre, il aime faire plaisir. On va lui dire, il y a papy et mamie qui viennent ce week-end, ou il y a Vincent qui vient demain. Ce serait sympa si tu rangeais ta chambre pour lui. On serait super content. Je vais t'aider, parce qu'il a besoin aussi un petit peu d'aide. Et il ne sait pas trop comment faire, il a peur de mal faire. Donc, on va l'encourager. Mais on va lui donner, c'est lui en classe, par exemple, moi j'avais pour habitude de dire, le verre, il n'aime pas, enfin, il n'aime pas. Il ne faut pas le stresser. Lui, il ne va pas falloir lui dire, tu as 10 minutes pour ranger ta chambre. Parce que il est angoissé, il ne va pas y arriver. Mais on va lui dire, par exemple, quand c'était en classe, je disais aux enfants, quand tu auras fini, eh bien, j'aimerais bien que tu viennes m'aider. Prends ton temps. Puis quand tu auras fini, il est tellement content de venir m'aider qu'il se presse. Mais c'est seulement quand il veut. Et puis lui, ce qu'il aime, c'est l'ordre. Ranger sa chambre, c'est une grosse mission. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec lui, on va avoir pris soin de sélectionner quelques boîtes, mettre des étiquettes par exemple. Aujourd'hui, je te propose de ranger tes petites voitures. Les bleus là, ou les grosses là, les petites là, etc. Lui, il a besoin de repères. Au fur et à mesure, on va perfectionner le rangement. Voilà, ça vous donne une petite idée?
Ah, c'est chouette. Je connais ça en effet dans l'univers professionnel, mais c'est intéressant de voir que bah oui, naturellement, ça s'applique aussi aux enfants. Je me demandais, est-ce que, alors ça soulève plusieurs questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors la première chose, c'était de se dire, pour l'avoir fait moi-même ce test, le test Four Colors, on se rend compte que finalement, on a plusieurs couleurs. Après, on a peut-être une ou deux dominantes, mais on en a plusieurs. C'est la même logique avec les enfants. On n'est pas que Et rouge, que puis, bleu. tout à fait. Quand je disais tout à l'heure, c'est que si on prend nos propres enfants, hein, oui, mais même nos propres enfants, on s'aperçoit qu'il y a des préférences. J'aime bien le terme de préférence, c'est juste une préférence. Mais avec l'exemple de ranger sa chambre, vous voyez un petit peu que c'est important aussi d'avoir connaissance de cette préférence si on veut le toucher, qui est du sens. Maintenant, si on veut qu'il soit performant aujourd'hui en tant qu'enfant à l'école, demain, voilà, dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle, ben, il va falloir développer ces quatre couleurs. Ouais. Mais, alors ça, c'est la manière dont j'ai toujours procédé qui, je pense, enfin, correspond aux besoins naturels des uns et des autres. C'est que l'objectif, c'est de ranger sa chambre. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Maintenant, je fais la proposition. On peut la ranger très vite. Qui fera le plus vite en tout temps? Qui veut le faire en musique? Par deux ou par trois? Qui veut? D'accord? L'objectif, c'est de ranger sa chambre. Vous commencez par la manière dont c'est plus facile pour vous ou celle que vous préférez. Ça, c'est comme ça qu'on l'arrange aujourd'hui. Mais demain, on essaiera une autre Mm. technique. Voilà. Par exemple, vous savez, ça vous dit quelque chose, le jeu du bingo? On place les pions pour aligner trois pions Oui. identiques. Trois pions, on aligne trois pions à la verticale, à l'horizontale, en diagonale. Par exemple, en classe, je ne sais pas, des activités mathématiques, par exemple, ouais, vous créez autour d'un concept mathématique, vous créez des exercices et puis vous mettez dans les cases un exercice qu'on va dire par exemple qui est à dominante rouge, un exercice à dominante jaune ou bleu, etc. Et vous ne donnez pas les exercices, vous mettez simplement, vous affichez simplement les titres et puis vous dites aux enfants l'objectif, donc ça fait 9 exercices, hein, aujourd'hui ou dans la semaine, tout le monde doit faire aligner 3 pions. Mm. Et puis, imaginons que dans la classe, il y ait peu de bleu. Voilà. Hein, il y a beaucoup de. Voilà, ça se bagarre, mais il y a peu de bleu. Eh bien, je vais mettre l'activité bleue au centre parce que je suis sûre qu'ils sont obligés d'y passer. Mm. D'accord. Donc, voilà, c'est les entraîner. Alors, après, en grandissant, ils en prennent conscience et puis ils comprennent que c'est important. Mais quand on a commencé à travailler un objectif avec la voix qui est facile pour nous, c'est beaucoup plus facile par la suite de poursuivre l'appréhension de l'objectif par des voies différentes. Vous voyez, ça les met en confiance. Alors que si on prend tout de suite quelqu'un, par exemple, qui est comme ça, qui est très lent, qui a besoin de structure, premièrement, deuxièmement, troisièmement, que tout soit bien ordré avec la to-do list, la checklist, là, et puis que vous lui demandez ça très rapidement, lui, il aime être tout seul, il aime travailler tout seul, vous lui imposez de travailler avec d'autres, d'emblée, ça génère des émotions négatives. Mm. Et tout se tient. Donc, l'objectif, là, c'est pour faire en sorte de générer des émotions positives. Oui, bien sûr. Et ça m'amène à la question suivante sur justement l'apprentissage des compétences douces. Vous disiez notamment dans une interview avec Julien Perron que j'invite les personnes qui vont nous regarder à regarder également celle-ci, elle sera complémentaire, sur ils apprenaient facilement, ils avaient envie d'apprendre toutes ces compétences douces. Comment on peut justement surfer là-dessus, profiter sur cette appétence pour les savoir-être. Comment on peut profiter de ça pour amener nos enfants justement à apprendre des compétences sur lesquelles ils sont peut-être moins à l'aise, encore une fois en se Ouais. basant en effet sur leur Bah, profil sans doute. c'est en le faisant en pleine conscience. Quand je vous parle par exemple des couleurs, là, quand je vais dans les classes, je ne présente pas aux enfants, je leur fais découvrir. Hein. Mais en 45 minutes, c'est fait. Et ils ont compris. Il n'y a pas besoin de revenir. Ils ont compris. Ouais. En revanche,
partir de là, tous les enseignants disent que ça change le climat de la classe. Parce que c'est pas un tel, il est bon, un tel, il est nul, un tel, il est rapide, l'autre, il est lent. C'est, lui, voilà, il préfère faire comme ça. C'est plus facile pour lui comme ça. Ils ont compris qu'ils avaient chacun des préférences, mais il n'y a pas de jugement de valeur Oui. entre les deux. Voilà. Parce que quand le professeur, surtout quand on découvre un nouveau concept, j'encourage, ça fait partie, c'est dans le livre, Apprendre en couleur, mais quand on apporte un nouveau concept, ce que j'encourage les enseignants à faire, c'est à développer les 4 voies d'accès. De préparer le travail de ce concept à travers 4 activités différentes. Les enfants vont tourner, on n'est pas obligé de faire les 4 tout le temps, parce que ça peut être fastidieux. Mais on commence par celle qui est facile, puisqu'on découvre le concept, il y a déjà beaucoup à faire. Et puis après, on en fait 1 ou 2 autres. Et comme ça, on apprend. Et puis, vous savez, c'est comme tout. Quand on ne sait pas faire, c'est difficile. Mais quand on le fait de plus en plus souvent, ça c'est plus facile. Et si c'est facile, on réussit. Et si on réussit, on aime. C'est pour ça que la manière de travailler d'un enseignant va être différente de celle de l'année suivante. C'est pour ça qu'un enfant va aimer les maths une année et pas les maths l'année d'après. Ça n'a rien à voir avec les maths, mais la manière de travailler de l'enseignant va lui correspondre. Et comme ça lui correspond, c'est plus facile. Il y trouve du sens, il a du plaisir. Donc, il est d'un seul coup. Oui, on en revient en effet à ce qu'on s'était dit au départ et cette motivation, en effet. Est-ce que ça répond à votre question? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et si j'aurais une dernière question en sortant peut-être de milieu scolaire et plus ramené au niveau de la maison. Est-ce que vous auriez des conseils pour les parents? Alors, on a parlé je trouve que l'exemple est génial, l'exemple de Ranzé Chambre. L'approche qu'on va donner au sujet, en effet, change tout. C'est intéressant de se poser la question, tiens, mon enfant, à quoi il réagit le plus? Qu'est-ce qui va le motiver? Est-ce que vous auriez d'autres conseils ou je sais pas, quelque chose à partager aux parents qui sont intéressés par tout ce sujet, mais qui parfois ne savent pas trop par quoi commencer, comment faire concrètement à la maison avec les enfants? Alors là je reviens aux couleurs. C'est vrai que en présentant ça aux parents à cette conférence, je vous dis, encore une fois, c'est très court, mais il y a une maman qui s'est exclamée dans la salle, mais je comprends pourquoi c'est le conflit avec mon enfant. Elle est très bleue. Elle passe du temps à expliquer bien les choses, à préparer. Et puis lui, il est là. Donc, c'est ça ce que je veux dire, c'est lisez, informez-vous, c'est les podcasts, c'est tout ce que vous voulez, mais prenez conscience de ce qui vous caractérise, de ce qui caractérise votre enfant. Parce que ça va déjà moduler votre vocabulaire. Ça n'a rien à voir avec les valeurs que vous défendez, les choix d'éducation que vous faites, mais c'est la manière dont vous le communiquez qui va changer. Donc, j'encourage les parents juste à prendre conscience que ce n'est pas parce que c'est bon pour eux que c'est bon pour leur enfant. Que leur enfant, ce n'est pas eux, il est différent. Mais que l'objectif, ils l'ont choisi. Les valeurs qu'ils veulent développer, faut qu'ils les gardent. Pratiquement, ils ont choisi. Mais vraiment, l'importance de la communication qui va tenir compte de l'enfant. Et puis, j'aimerais qu'on redire... Reprenons les points qu'on a vus au départ. Donner du sens, laisser aussi du choix, de la liberté. Ça commence le matin, il ne fait pas beau aujourd'hui. Voilà. Il fait froid. On vient de perdre 19 degrés. Il n'est pas question d'aller à l'école en manche courte, en short, voilà. Mais si on dit à l'enfant, il ne fait pas beau, il faut mettre un pull, souvent l'enfant, il ne veut pas, quoi. Il n'a pas envie, ça arrive souvent. Donc ce qu'on va faire, ça peut paraître anecdotique, mais je vous assure que le pratiquer assez souvent, je trouve que ça apporte ses fruits. Enfin, moi, ça a apporté ses fruits avec mes enfants. C'est, tu veux mettre ton pull bleu ou ton pull vert? Ou le rose peut-être? Lequel tu veux mettre? Et comme ça, l'enfant, son esprit est occupé par le choix de la couleur de son pull. Il n'est plus question de prendre un pull ou pas prendre le pull. C'est pas beaucoup, mais ça change beaucoup de choses. Oui, on revient encore une fois à cette logique de cadre. Il y a un choix, mais par contre, le choix, il n'est pas très très large entre je prends rien ou... Pour l'enfant, c'est important. Alors que quand on lui dit il fait froid ce matin, tu mets un pull.
Hmm. Bah, tout de suite, la tension, elle monte. Alors qu'on lui laisse le choix. Voilà. Ça. Et c'est le faire participer. Donc, pour les parents, c'est prendre conscience de ce qui est bon pour nous, puis on peut faire le travail avec son conjoint. Parce que Oui, tout à on est fait. déjà différents. Donc, voilà, qu'est-ce qui est bon? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est que ça répond à quel besoin chez toi? Puis ça va aiguiser notre regard et puis on va se rendre compte que pour nos 2 enfants là, bah, c'est vrai que c'est pas voilà, ils réagissent pas pareil et plutôt que d'être en conflit, eh bien, on va essayer de voilà, de l'appréhender, pour qu'on ce soit ce qu'on lui propose soit une réponse à ses besoins. Voilà. Hmm. Maintenant, on n'a pas abordé le sujet, mais j'y pense maintenant, heu, quand on est parent, et puis que c'est un petit peu difficile avec nos enfants, eh bien, on en arrive à élever la voix parfois, à se fâcher, c'est les punitions, ça peut être le chantage. J'entendais la semaine dernière des parents dans la rue, ils n'arrêtaient pas de compter, qui disaient à leur enfant, je compte jusqu'à 3, hein, je compte Hmm. jusqu'à... Voilà. Mais c'est normal, on est tous démunis à un moment ou à un autre, quoi. Hein. Mais donc, écouter, regarder, observer, ça va nous donner des pistes. Et puis, penser avec ce que je viens de citer, les menaces et tout ça, je pense aussi aux récompenses. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais récompenser un enfant matériellement. Mais il ne faut pas qu'on rentre dans cette dynamique voilà, trop régulièrement parce que l'enfant, il va récolter ça et puis il va vous demander toujours Hmm. plus. Et puis c'est surtout que, on parlait tout à l'heure, Vincent, vous me demandiez qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'engage. Hein. Bah, si on lui donne des récompenses comme ça extérieures, c'est sa motivation, ce qu'on appelle extrinsèque, justement, qui va rentrer en œuvre, mais jamais il va pouvoir s'engager tout seul. Ça veut dire que plus grand, bah, il faudra plus. Hein. Il faudra un scooter, il faudra une voiture. Voilà. Au boulot, il faudra toujours des primes parce qu'il a été conditionné comme ça. Ce qu'on vise, bien sûr, c'est la motivation intrinsèque. C'est justement aller chercher ce qui le motive lui, vraiment, avec Hmm. ses différences, et puis, pour que la motivation, elle vienne de lui. Et on a plein d'exemples. Là aussi, il faut les observer. Il y a l'enfant qui va passer des heures à faire des constructions, par exemple. À côté de ça, on dit, il ne tient pas en place. Ouais, mais quand on l'observe, il peut passer 2 heures, là, 3 heures à faire ses maquettes. Ouais. Il peut rester en place. Mais il a trouvé du sens à ce qu'il faisait. Et peut-être que dans ce qu'on lui a proposé, voilà. Alors Mais maintenant, il ouais, y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Oui, spontanément, mais c'est souvent dans la manière. Je voyais aujourd'hui de côté, parce que c'était dans le journal, on parle des émotions, là. On parlait des émotions et puis de l'atmosphère, on disait bienveillante, etc. C'est une école sur Genève, ils ont lancé les robots émotifs pour aider les élèves à apprendre l'anglais, notamment. Mais c'était juste l'idée que euh, l'enfant, de par le regard du robot qui sourit, qui cligne des yeux, qui tout ça, il a un interlocuteur. L'enfant a besoin de contact, il a besoin d'un retour, il a besoin de quelqu'un en face. Donc, en tant que parent, là aussi, ce que je dirais, c'est soyez pas des modèles dans le sens où vous êtes parfait, mais soyez des modèles dans le sens où vous partagez ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez, hmm. etc. Et ça va lui offrir le champ des possibles. Parce que souvent, on ne sait pas comment faire pour tel ou tel enfant. Moi, souvent, je dis aux enfants, certains que j'aide en privé, je leur dis, je ne sais pas comment je vais t'aider. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais on va trouver tous les deux. On va trouver le chemin. Mais là, comme ça, je ne sais pas comment je vais t'aider. Mais tu vas me raconter. Voilà. Et on trouve une voie ensemble. Parce que Hmm. pas un enfant, il n'y a pas un enfant qui n'a pas envie de réussir. Ça n'existe pas. Quand Ouais, bien sûr. ils jouent à être des héros, voilà, ils ne jouent pas à être des perdants. Ils apprennent après, parce qu'ils ont tellement échoué ou ils ont été, je sais pas, humiliés, ben voilà, qu'ils n'ont plus envie. Mais naturellement, vous avez vu un enfant marcher, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais un enfant qui apprend à marcher, mais combien de fois il tombe?
Combien de fois il se lève et il se fait mal et faire du vélo. Mais il a envie. Là, on n'y va. Oui, ce Et qui surtout, paraissait impossible, ils y arrivent parce que c'est ça, il y a cette envie. surtout, Vincent, ce dont il faut prendre conscience, et là j'insiste pour les parents, c'est que justement, quand ils apprennent à parler, à faire du vélo, à marcher, on a un regard bienveillant, on ne fait que l'encourager. Il a beau tomber, on ne lui dit pas non mais tu n'y arriveras jamais. Ouais. Et au fond de nous-mêmes, on ne se dit pas il ne va jamais marcher. Jamais on se dit ça. On dit il est sur le point d'y arriver. Il y est presque. Parce que ça, c'est très vrai. c'est un joli mot à garder. Quand enfant, parce qu'on veut toujours que ça aille vite. Et puis après, ils sont à l'école, et puis il y a des âges, et puis ils passent de classe en classe. Et chacun va aussi à son rythme. Donc, c'est garder à l'esprit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le livre de Carol Dweck sur l'état d'esprit, notre mindset, hein, avoir un état d'esprit positif, combien c'est important dans les apprentissages. Je crois que le titre en français, c'est Oser réussir. Mais c'est extraordinaire parce qu'elle dit, voilà, c'est presque, tu y es presque. Ouais. Tu n'y es pas encore, mais tu y es presque. Voilà. Alors que trop souvent, après, quand ils grandissent, nous-mêmes, on perd confiance. On va dire, il n'est pas bon en ceci, il n'est pas bon en français, il n'est pas bon en maths. Voilà. Et ça, l'enfant, il l'enregistre et il est convaincu que lui, il n'est pas fait pour ça. Alors que, je vous assure qu'avec ses façons de travailler, d'aborder les choses, c'est extraordinaire. Je veux dire, ils peuvent. L'objectif n'est pas d'en faire tous, de tous nos élèves, de tous nos enfants, des médecins, des chirurgiens. C'est pas ça l'objectif. C'est qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Quoi. Qu'ils aient du plaisir, qu'ils soient motivés. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour tout ça. L'approche Fort Couleur est géniale. Puis je mettrai les liens vers votre livre parce qu'en effet, ça donne envie de creuser le sujet. Et c'est vrai que je me dis que à vous écouter en tant que parent, il faut aussi que nous-mêmes, on puisse se situer pour mieux se comprendre et de se dire, bah oui, en effet, comme l'exemple que vous donniez, moi, je suis bleu, j'ai besoin de donner du détail et je comprends que mon enfant, lui, au contraire, il repousse le détail. Bon, voilà, au moins, on comprend mieux et c'est une première étape qui est fondamentale. Et puis les profils dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est à partir de 8 ans parce qu'il faut déjà avoir quand même le langage, avoir quelques expériences à l'école. Mais ça aide à l'enfant à mieux se connaître et puis surtout aussi aux parents de pouvoir l'aider, par exemple, pour son travail le soir. Pour que ça se passe dans la bonne humeur et que tout se passe bien. Ça peut faire une chouette activité en famille pour mieux se comprendre les uns les autres et encore une fois, partager, créer du lien, forcément. Merci pour cet accueil. C'était super. Merci beaucoup, Marie. Et puis, au plaisir de pouvoir refaire peut-être une interview sur un autre sujet avec vous. Merci, Vincent. Au revoir, à bientôt. Au revoir.